No Reason Why, épisode 3. Attention, les thématiques abordées à travers ce podcast pourraient heurter la sensibilité d'un public non averti ou réactiver certains traumatismes. Donc je te disais que... Donc vous avez fait un brunch. Du coup, on a fait un brunch chez Robin et Mathie. On a mangé des œufs, petit brunch salé. Et puis après, on est parti pour une rando à Rochefort. On a fait 14-15 km. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie un peu pas bien. En fait, je t'ai pas dit. Ça fait 2-3 semaines que je reçois sur Snapchat des photos, des trucs, genre plein de gens que j'avais pas dans mes contacts, qui m'envoient des photos de leur pénis, que les mecs, je sais même pas si c'est leur. Et je sais pas d'où ça sort en fait. T'as aucune idée d'où ça peut venir ? Non, je suis vraiment hyper mal à l'aise avec ça. L'autre fois, j'étais au bureau et je reçois une notif, je l'ouvre sans trop réfléchir et c'était ça. Il y avait ma collègue à côté, j'étais super mal à l'aise, quoi. Bah, je m'en doute, mais c'est dingue, t'es pas du tout la première personne que je connais qui me raconte avoir ce genre de truc, quoi. Que ce soit sur Snapchat, Instagram, etc. En tout cas, j'imagine que ça doit être super dur, surtout si t'en as en nombre tous les jours. Ah mais c'est horrible, je crois que je vais supprimer mon compte, soit j'en fais un autre, soit j'arrête, mais ça m'impacte vraiment, enfin franchement c'est dur quoi. Je comprends, et tu crois pas qu'il y a moyen de trouver d'où ça peut venir, ou un moyen que tu puisses porter plainte ? Peut-être que je devrais quand même aller à la police. Tu pourrais au moins déjà aller en parler pour te décharger de ça, et puis tu vois si eux ils ont une solution à te proposer. Ouais. Et en attendant, oui, je crois que je vais juste déconnecter l'application pour l'instant. Dans ce troisième et dernier épisode de No Reason Why, nous avons décidé de nous pencher sur une problématique très présente dans notre société actuelle, le harcèlement sexiste dans l'espace public numérique. Dans notre centre de planning familial, nous rencontrons régulièrement, en consultation ou dans nos animations, des personnes témoignant du harcèlement sexiste ou LGBT-phobe qui elles ont vécu sur les réseaux. Nous avons voulu nous pencher sur ce phénomène et réfléchir à des pistes de solutions concrètes. Mais avant tout, qu'est-ce que le harcèlement sexiste dans l'espace numérique ? Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître votre avis sur le sujet. Du coup, personnellement, j'ai jamais eu vraiment d'expérience avec de l'harcèlement, que ce soit sexiste ou sexuel ou autre. Mais je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, mais j'ai pas vraiment d'exemple dans ma vie. Voilà. J'avais posté une fois des photos de vêtements que je voulais vendre sur Vinted et j'ai posté du coup une photo de moi qui portait un maillot de bain et je me suis pas inquiétée parce que pour moi les personnes qui allaient voir ce que je postais comme photo c'était forcément des filles qui recherchaient des vêtements pour acheter, sauf qu'en fait j'ai reçu plusieurs messages de mecs qui commentaient mes photos et qui me demandaient mon numéro ou mon Insta, ou voilà, entrer en contact avec moi d'une autre manière en tout cas, et j'étais vraiment choquée parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Moi, je me souviens mes premières expériences quand j'étais sur Skyblock. J'avais l'occasion souvent d'avoir des messages où on m'insultait de pute, par exemple, et c'était toujours signé 3 petits points. Ça permettait évidemment ni de signaler, ni d'empêcher la personne de recommencer. Il y a une jeune femme qui a été victime d'une agression sexuelle vraiment très très grande. Et cette agression sexuelle a été filmée et cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo avait été coupée telle qu'on aurait pu croire qu'elle prenait plaisir. Et voilà, ça m'avait vraiment fort choquée. Cette vidéo a fait le tour aussi presque du monde. Les réseaux sociaux, ça permet vraiment d'écrire tout ce qu'on veut, quand on veut, sans avoir le sentiment qu'on va devoir répondre de ses actes. On est encore aujourd'hui trop dans un sentiment d'impunité par rapport à tout ce qui est dit. Il est temps que les lois viennent encadrer ce genre d'attitude. Comme nous l'avions défini dans le premier épisode, le harcèlement sexiste dans l'espace public désigne l'ensemble des comportements individuels et collectifs dans les espaces publics ou semi-publics, pour interpeller, intimider, menacer, humilier ou insulter des personnes en raison de leur genre. Ils se manifestent de manière insistante et répétitive sous plusieurs formes et peuvent parfois évoluer en violence sexuelle. Lorsque ce type de harcèlement a lieu en ligne, les enjeux restent sensiblement les mêmes.
Il est vrai que ce phénomène touche plus souvent les jeunes plus actifs sur les réseaux sociaux, mais il peut concerner toutes les personnes présentes en ligne sans distinction d'âge. Sur les réseaux sociaux, on peut être la cible d'insultes relatives à son corps, de rumeurs sur sa vie amoureuse ou sexuelle, recevoir des images ou des messages non sollicités à caractère sexuel qui mettent mal à l'aise, subir des humiliations isolées ou répétées par une ou plusieurs personnes ayant pour objectif de porter atteinte à notre dignité au vu de leur portée humiliante et dégradante. Voici quelques exemples de types de harcèlement qui peuvent exister sur les réseaux sociaux. Les commentaires humiliants sur des posts ou des photos, notamment le slut-shaming, qui consiste à commenter négativement des publications d'une personne de genre féminin en faisant référence à sa sexualité. Les photos de pénis envoyées sans le consentement de la personne qui les reçoit, communément appelées dick pic. Le partage de photos ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne représentée dans ces images, souvent appelées revenge porn. Mais encore, la publication organisée ou non par plusieurs auteurs différents de propos sexistes et violents à l'encontre d'une même victime appelée raid numérique. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Ces comportements peuvent toucher toutes les minorités de genre présentes en ligne au moins une fois dans leur vie. Nous ajouterons que l'ensemble de ces divers comportements contribuent à perpétuer la culture du viol, véhiculée par notre société patriarcale ayant pour but de contrôler la place des femmes dans l'espace public numérique, et par extension, dans l'espace public. Plusieurs éléments vont favoriser l'utilisation de l'espace public numérique au profit du harcèlement sexiste. En effet, lorsque l'on s'exprime sur Internet, on a l'impression d'être anonyme. Les auteurs pensent donc être intouchables. L'intermédiaire de l'écran va également déshumaniser la personne victime. On ne se rend plus compte que derrière ce profil Instagram se cache une vraie personne, avec de vrais ressentis. Malgré la possibilité d'avoir recours à la justice, les actes des auteurs restent trop souvent impunis. Les politiques des différentes plateformes relatives à la protection des victimes ne sont pas assez solides, voire inexistantes, et la loi n'encadre que très faiblement ces réseaux. Afin de mieux comprendre les effets du harcèlement sexiste sur les personnes qui le vivent, nous avons demandé à Megan de nous témoigner son expérience. Je m'appelle Megan Borsu, je suis travailleuse sociale et en parallèle de ça, je suis modèle photo. Et j'ai ouvert un compte Instagram il y a quelques années de ça pour publier les photos que je faisais. Principalement des photos de nus et de lingerie. Progressivement, mon compte Instagram a pris de l'ampleur et j'en suis actuellement à un peu plus de 30 000 abonnés. Au vu de mon boulot aussi à côté, je partage beaucoup de contenu féministe et militant en story. Et au niveau du harcèlement sexiste, j'en ai beaucoup subi pendant quelques années, surtout au début. Quand je recevais ce genre de messages, c'est vrai qu'au début ça a été assez crescendo. Au départ, je me suis dit voilà, ça complimente mon corps, et puis petit à petit, je me suis sentie fort rabaissée et salie. J'ai reçu beaucoup de dick pics, beaucoup d'insultes sur les photos que je faisais, et beaucoup de personnes qui se sont permis de, entre guillemets, complimenter mon corps. C'est pas du tout pour moi un compliment. Donc progressivement, au vu de ce que je recevais, j'ai commencé à publier en story les noms des personnes qui m'envoyaient les photos ou les insultes, ainsi que les messages qu'ils m'envoyaient. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages d'autres personnes, beaucoup de modèles, mais pas que, qui recevaient aussi ce genre de choses. Et donc j'ai décidé de créer un autre compte qui s'appelle Balance TDM, où là j'ai pris l'habitude de publier justement sur le fil d'actualité les messages que je recevais, et beaucoup d'autres personnes m'ont aussi envoyé les messages qu'elles recevaient pour que je les publie pour elles. Donc ça a pris un peu d'ampleur aussi, c'était assez chouette. Je sais que ça n'a pas foncièrement arrêté le système. J'ai aussi subi plusieurs fois de l'usurpation d'identité. Donc des personnes prenaient mes photos et mon nom, donc pas mon nom de modèle parce que j'ai un nom de modèle, mais mon nom et prénom, pour ouvrir des comptes OnlyFans ou Mime ou d'autres choses, pour justement partager du contenu pornographique en mon nom. Et donc ça s'est arrivé une dizaine de fois. J'ai été portée plainte 2 fois, mais j'ai bien vu que ça n'avait pas été foncièrement entendu. Et quand j'ai dit aux policiers que je m'exposais sur les réseaux en lingerie ou en nu, j'ai bien vu que c'était encore moins pris au sérieux, comme si je le méritais. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Donc suite à ça, plus jamais été portée plainte, mais par contre, j'ai utilisé mon réseau pour signaler ces comptes-là, et ça a à chaque fois été supprimé.
Encore ici dernièrement, j'ai vécu ça. Pour le moment, j'ai eu un enfant et donc mon corps a changé et mes envies aussi, donc je ne fais plus de photos. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois avant ça hésité à arrêter les réseaux parce que le harcèlement était trop fort ou parce que j'ai aussi beaucoup perdu de temps, selon moi, à débattre. Le contenu féministe que je postais en story a souvent suscité beaucoup de réactions, notamment des réactions assez masculines, j'avoue. De personnes qui se sont permis de juger très négativement ce que je publiais et de venir débattre en privé. C'est pas que je suis contre le débat, c'est pas ça, c'est que c'était pas vraiment des débats constructifs et c'était vraiment des personnes qui allaient dans l'affrontement contre moi et j'ai passé des heures à débattre avec ces personnes-là pour finalement ne rien récolter de judicieux. Donc j'ai été fort peinée et fort fatiguée avec ça et ça m'a plusieurs fois aussi motivée à m'éloigner un petit peu d'Instagram. Mais finalement, voilà, je me suis accrochée, je suis restée. Et si j'avais pas eu d'enfant, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, j'aurais dû arrêter parce que c'est pas quelque chose que je peux tolérer beaucoup plus que ça. Il devrait y avoir plus de choses. Je crois qu'il y a une rubrique harcèlement, intimidation. Mais à part ça, non, il n'y a rien à faire. Et il faut être beaucoup à signaler pour que ce soit supprimé. Moi, ça ne m'a jamais posé souci parce que j'ai autant de personnes négatives que positives, que bienveillantes sur mon compte. Et donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont à chaque fois levées pour m'aider quand je subissais ça. Mais je me dis que dans d'autres cas, ça peut être très compliqué de faire supprimer un commentaire ou une photo ou autre. Que dit la loi ? La récente réforme du code pénal permet au harcèlement et au cyberharcèlement d'avoir la même interprétation juridique. Désormais, le harcèlement en ligne rejoint l'infraction déjà existante du harcèlement dans le code pénal. Il n'est pas rare que ces deux phénomènes s'alimentent souvent l'un l'autre. Le harcèlement à caractère sexiste ou sexuel y est également pris en compte. Cette réforme vient donc renforcer la loi de 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public, dont notre juriste vous avait parlé dans le premier épisode de ce podcast. Désormais, plusieurs auteurs différents harcelant une seule et même victime peuvent être considérés comme coupables, même avec un seul message envoyé. Un auteur risque une condamnation allant jusqu'à 3 ans de prison. Cette condamnation peut monter entre 3 ans et 5 ans de prison si la victime est mineure ou est une personne en situation de vulnérabilité, en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale. Si l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime, comme un employeur par exemple. Si l'infraction a été commise par 2 ou plusieurs personnes. Cet élément aggravant vise le phénomène de harcèlement collectif tel que les raids sur les réseaux sociaux en lien avec les violences sexistes et sexuelles. À travers cet épisode, nous avons pu définir ensemble ce qu'était le harcèlement sexiste dans l'espace public numérique, ainsi que la manière dont les victimes sont protégées par la loi. Nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que peu d'outils pour protéger les victimes sur les réseaux sociaux et qu'il y a malheureusement peu de suites données aux plaintes. Il est tout à fait compréhensible qu'une personne ait l'envie de supprimer son compte et de s'éloigner des réseaux sociaux après une ou plusieurs agressions. Cela reste un choix et un droit. Cependant, nous aimerions insister sur l'importance de dénoncer les agresseurs et de ne pas oublier que la faute ne doit jamais être du côté de la victime. Pour que les choses bougent, il est important de dénoncer par les voies légales, c'est-à-dire garder les preuves du harcèlement, porter plainte à la police et signaler le comportement problématique sur les différentes plateformes. Lorsque les comportements sexistes sont dénoncés, cela permet non seulement d'engendrer des poursuites sur les auteurs, mais aussi de faire partie des statistiques. C'est grâce à la voix des victimes et les dénonciations en masse que les politiques prendront en compte cette problématique dans la révision de certaines lois. Les mouvements sociaux encouragent les changements légaux. Rappelons-nous l'importance du mouvement MeToo et de l'influence positive qu'il a d'abord eue sur le plan culturel et plus tard juridique. Ceci étant dit, il est bien entendu que chaque personne vit les choses différemment et que chacun et chacune a le droit de faire face à ce type de situation à sa manière, et qu'il n'est en aucun cas valable de mettre une pression sur les victimes. Le plus important reste de s'écouter, de prendre soin de soi et si l'on en ressent le besoin, de ne pas rester seul et en parler. Les centres de planning familial sont des lieux où il est possible de trouver un accompagnement et une écoute sans jugement et en toute confidentialité. Si vous avez besoin de soutien ou d'une information, vous pouvez contacter notre centre de planning au 04 223 13 73. C'était No Reason Why, un podcast proposé par le centre de planning familial Soralia Liège avec le soutien de la région Wallonne.
Merci à Megan, Julie, Laurence et Shannon pour leur participation à la réalisation de cet épisode.